à chacun un petit peu votre vision de l'omnicanalité, ce que ça veut dire pour vous, une définition. Et puis, Guillaume, tu as abordé un terme, l'OMS. Voilà, on y reviendra un petit peu après, parce que je pense que ça serait intéressant de rentrer dans le détail, parce que je pense que tout le monde utilise ce mot. Mais je pense que techniquement, ça recouvre beaucoup de choses, et surtout, c'est un petit peu, on va dire, le cœur du réacteur de l'omnicanalité. Guillaume, je te laisse peut-être reprendre la parole. Ouais. Donc, l'omnicanalité, elle a déjà plusieurs noms, vocabulaire, ça a changé. Il y a le commerce unifié, le commerce connecté, il y a le composable commerce. Donc voilà, il y a plein de vocabulaire marketing qui arrive autour de ça. Mais c'est quoi l'omnicanalité? C'est le but de réconcilier e-commerce et magasin, un peu ce que l'introduction de Geoffroy. Et donc de faire profiter à l'ensemble des canaux, qu'ils soient en ligne ou en magasin, de l'ensemble des possibilités de vente et l'ensemble des services, tout ça basé sur l'ensemble des stocks. Donc pour un client, c'est de pouvoir acheter n'importe où, n'importe quand, n'importe quoi, quel que soit le canal. Et au centre de cette omnicanalité, on a un produit qui est devenu mature, qui existait depuis les débuts des années 2010, dont on parlait très peu, qui était l'Order Management System. Et en fait, ce produit est devenu mature avec le Covid, qui a amené l'omnicanalité à être mature. Et donc, l'OMS, c'est quoi? En fait, c'est tout d'abord la possibilité d'activer de nouveaux services pour obtenir ces produits. Donc, on connaît la livraison à domicile depuis l'e-commerce, mais il y a des nouveaux services qui sont arrivés avec le click and collect. Soit le click and collect, je paye en ligne et je vais chercher mon produit en magasin. Et si le produit en magasin, je l'ai en 2 heures. Donc une belle promesse, une meilleure promesse que la livraison à domicile. Donc c'est un avantage que les retailers doivent prendre parce qu'ils ont tous réseau de magasins et donc ils sont capables de faire la livraison en 2 heures à travers leur magasin. Il y a l'e-réservation qui est la même chose, sauf que je réserve et je paye en magasin. Et on a un autre concept qui est également amené par l'OMS, c'est ce qu'on appelle le stock unifié. C'est-à-dire que des retailers ont plusieurs magasins, plusieurs entrepôts. Et classiquement, quand j'avais mon PrestaShop, en fait, je profitais uniquement du stock de l'entrepôt central en ligne et je ne profitais pas des autres stocks. Et le fait de faire un stock unifié, en fait, va permettre d'agréger l'ensemble de ces stocks au travers d'un stock virtuel et qui va donc amener beaucoup plus de disponibilité. En termes de retour d'expérience, si on prend des chiffres, le click and collect, si je prends l'exemple de la Grande Récré, qui a à peu près 100 magasins, c'est à peu près 50% des commandes e-commerce qui passent en click and collect. C'est même monté pendant le Covid à 70% des commandes chez Jouet Club et chez la Grande Récré. Quand on regarde des réseaux un peu moins maillés comme Fago ou entre 20 et 30 magasins, on est à peu près à 20 à 30% des commandes e-commerce qui sont passées en click and collect. Sur ces commandes, généralement, en fait, on a 50% de ces commandes qui sont desservies directement par le magasin, parce que le stock est en magasin, et donc ça permet également de vendre du stock magasin. Et 50% des autres commandes en click and collect sont généralement desservies par des autres entrepôts, qui peuvent être d'autres magasins ou qui peuvent être un entrepôt central. Donc voilà, donc quand on parle de ces concepts-là, en fait, on met les magasins dans l'histoire du e-commerce, donc on réconcilie vraiment l'e-commerce et le magasin. Par exemple, le PDG de Jeff de Bruges disait que quand il a mis en place ça, c'était pour que le site e-commerce devienne la première vitrine de ses magasins, ce qui est le cas. Chez Jeff de Bruges, on a les mêmes chiffres. Et donc ensuite, l'OMS, en fait, il y a un stock unifié. Et quand on importe les commandes, que ce soit click and collect, que ce soit de la livraison à domicile, que ce soit bientôt de la livraison en 2 heures, toutes ces commandes arrivent dans l'OMS directement. Et en fait, il y a un orchestrateur qui va permettre de définir quel est l'entrepôt qui va se charger de la préparation de la commande. Et en fait, le retailer peut configurer des règles à tout moment en fonction de son contexte. Si je prends un exemple, par exemple, l'IKKS, quand c'est les nouvelles collections, ils priorisent l'entrepôt central pour ne pas vider les magasins de la nouvelle collection. Ah, désolé. Et à contrario, quand on est sur les soldes, là ils priorisent les magasins. Certains priorisent les magasins, d'autres ne priorisent pas les magasins parce qu'ils n'ont pas envie d'embêter les vendeurs pendant les soldes. Mais certains priorisent les magasins pour vider les magasins des invendus.
Après, on a plein d'autres règles qui sont soit sur la distance de livraison, je vais prioriser l'entrepôt le plus proche, soit sur des quotas de préparation pour ne pas saturer les magasins pendant la journée, parce que je ne veux pas dépasser plus de 10 préparations dans la journée, parce que sinon mes vendeurs ne vont plus avoir le temps de s'occuper des clients. Enfin, on a plein de types de règles et en fonction de son contexte, voilà, le retailer les configure. Et derrière, ensuite, quand on parle d'omniqualité, il y a aussi la partie retour également, qui est le dernier point de l'omniqualité, parce qu'on a parlé beaucoup de l'achat. Mais en fait, l'omniqualité, c'est aussi pouvoir retourner n'importe quel produit, acheter sur n'importe quel canal, sur n'importe quel canal. Ça veut dire, c'est comme les Américains appellent ça Boris, c'est Buy Online, Return in Store. Et donc ça, c'est tout un process. Et puis on parlera, voilà ce que fait un OMS en fait. Donc ça prend les commandes de n'importe quel canal. Là, on va parler de PrestaShop plus tard. Mais ça peut prendre les commandes provenant d'une marketplace, comme vente privée, provenant des commandes d'un magasin, qui permet à un magasin de vendre n'importe quel stock. Voilà. Et je vais laisser la parole à Geoffroy. Alors, nous, notre vision de l'omnicanalité, ça a été de compléter l'expérience client en réinventant le parcours client. On a un parcours client qui était historiquement très simple, très linéaire. On avait un besoin de petits électroménagers. On allait voir un point d'autorité qui était le vendeur de Darty. Il faisait son speech, qui connaissait les produits, il connaissait vraiment, il avait une conviction produit, il avait une expertise. Il nous disait qu'il avait le même à la maison et finalement le client repartait avec. Le parcours s'est un peu complexifié depuis et le 17 mars 2020, moi je me suis retrouvé de 3000 points de vente de mes produits à 0. Donc heureusement on avait mis en place notre e-boutique avant et on s'est dit finalement l'omnicanalité, c'est ce que tu disais, c'est permettre d'acheter sur le canal de son choix au moment qu'on veut. Donc moi mon obligation c'est d'utiliser mon site de marque comme la vitrine de mes produits et permettre au client d'acheter où il veut. C'est-à-dire que je travaille en permanence et sur mon site e-commerce, vous avez 2 boutons dans la fiche produit finale, après tout le chemin de conviction à l'intérieur du site, qui est acheter chez moi en direct ou acheter chez mes distributeurs. L'important pour moi, c'est qu'à la fin, mon produit soit acheté. C'est ça qui compte. Et à tel point que quand vous achetez chez un distributeur, ce n'est pas juste un store locator, c'est un store locator qu'on a relié au stock de nos distributeurs en temps réel. Et directement depuis mon site, vous avez le choix de passer sur le site en e-commerce, en livraison, ou voir si physiquement le produit est disponible dans le magasin le plus proche de chez vous. Donc c'est vraiment ça l'expérience importante. Évidemment, quand mes distributeurs ont vu qu'on lançait les boutiques, ils se sont dit non, vous êtes capable pour nous concurrencer. Je dis non, c'est pas le sujet, on n'est absolument pas là pour vous concurrencer. Moi, mon sujet, c'est de parler d'omnicanalité dans le sens de commerce connecté. Et en fait, finalement, 9 clients sur 10 de mes produits sont passés par le site de Magimix pour faire leur chemin de conviction. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas passés par le magasin, qui est toujours important, parce que c'est des objets volumineux qui prennent de la place, donc c'est des moments de conviction, et c'est souvent des achats de couple, donc il faut voir les produits généralement. Mais ça ne veut pas dire que l'achat se fait dans le magasin aujourd'hui. Et ce que tu disais était vachement intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que la part du click and collect dans ma distribution est de plus en plus importante aussi. Et donc finalement, moi, ma problématique, c'est plus de savoir si on achète en magasin ou en ligne, chez moi ou chez mes distributeurs sur darty.com, boulanger.com ou whatever. Ce qui est important pour moi, c'est de dire, est-ce que finalement, j'ai un prospect qui a un point de contact avec un vendeur ou pas? En fait, elle est là, la différence. Elle n'est plus dans l'acte d'achat à la fin. Parce que nous, on se rend compte qu'on a des pics de vente le soir, généralement tardivement. Le bed shopping, on en a beaucoup chez nous, par exemple. Finalement, c'est vraiment un processus d'achat. On décide, une fois qu'on a décidé, on passe la commande quand on veut. Et ce qu'on voit avec ça, c'est de se dire, finalement, puisque les gens ne vont plus forcément en magasin pour se voir, comment mon site devient un point de contact pour faire ce chemin de conviction et faire la relation client. Et donc, avec cette solution de commerce connecté, donc penché avec PrestaShop et Evolutive, on a mis en place une accessibilité d'un démonstrateur de nos produits disponible directement sur notre site, avec qui vous pouvez rentrer en conversation vidéo. Donc pendant 20 minutes, 20-25 minutes, comme finalement vous retrouviez nos démonstrateurs historiquement dans les magasins pour vous faire des démonstrations de produits. En fait, sur le site de Magimix, aujourd'hui, vous l'avez disponible pour finalement vous aider à faire tout votre chemin de conviction final, vous aider à choisir le bon produit par rapport à votre besoin. Et à la fin, ma démonstratrice, elle dit, maintenant vous achetez où vous voulez.
Donc, est-ce que vous voulez acheter sur les boutiques de Magimix? Mais elle n'est pas là pour envoyer sur la boutique de Magimix. Elle est là pour faire acheter le produit. Et aujourd'hui, le poids de mes distributeurs est évidemment largement plus important que celui de MyBoutique. Mais en fait, c'est ça mon rôle de marque aujourd'hui. C'est de se dire, finalement, je dois aider mes distributeurs à faire vendre mes produits. Et donc, finalement, je reprends mon job de marque, qui est de dire, historiquement, je donne mes produits à mes distributeurs et c'est eux qui gèrent la vente de mon produit. Aujourd'hui, je reprends mon rôle de marque, c'est-à-dire que je fais la désirabilité et la conviction de mes produits. Et finalement, je m'appuie sur mes distributeurs pour être le moment où, finalement, l'acte d'achat va se faire. Et cet acte d'achat, il est multiple. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est en France où j'ai un contrat de distribution sélective, donc assez cadré. Mais on opère aujourd'hui en e-commerce dans 4 pays, où je n'ai pas ces contraintes de contrat de distribution sélective. Et là, on joue complètement le direct to consumer de façon hyper importante, ou la complémentarité aussi, notamment en Angleterre, avec Amazon. Donc finalement, toujours les mêmes stratégies, c'est de se dire finalement, si un customer en Angleterre veut acheter un produit Magimix, peut-être qu'il va l'acheter sur le site de Magimix, mais il va certainement l'acheter sur Amazon, en vrai, parce qu'il a confiance instantanément dans la marque Amazon, qui est beaucoup plus forte que la marque Magimix en Angleterre, ou même en France. Mais moi, mon rôle, à la fin, c'est qu'il ait acheté son produit. Voilà. Donc finalement, cette notion d'omnicanalité, c'est de se dire comment j'utilise l'ensemble de mes points de contact physiques ou digitaux pour toujours emmener mon client vers l'acte d'achat. Justement, parce que comme vous avez un réseau de distribution, derrière, finalement, comment vous mesurez l'efficacité de ces actions? Parce que comment vous savez où est-ce que la personne a acheté et est-ce qu'elle a acheté à la fin? Alors, en fait, on a un système de cadeaux. En fait, généralement, quand on achète un produit Magimix, le prix, qui est seule la responsabilité des distributeurs, est peu animé. Par contre, on offre des accessoires qui vont avec les produits que vous achetez. Et donc là, finalement, avant même d'ouvrir ma e-boutique, j'ai intégré dans mon site historique, à travers PrestaShop, une solution d'enregistrement des produits. C'est-à-dire que historiquement, c'était un espèce de formulaire papier qui était envoyé dans une agence, qui retapait tout à la main. Enfin, c'était une horreur absolue en termes d'expérience client. Et le premier truc, c'est qu'on a complètement digitalisé ce parcours-là, de façon à ce que le client s'enregistre directement chez moi, upload sa preuve d'achat, on la vérifie, et à ce moment, on lui dit « choisis ton cadeau ». Et donc finalement, on a ouvert ce parcours, ce qu'on appelle nous le parcours retail, c'est-à-dire venez chercher votre cadeau d'un achat sur retail, d'abord chez moi. Donc j'enregistre le client, et donc je sais exactement où il a acheté, parce qu'il me le déclare, et puis en plus comme ça, ça me permet aussi de gérer des promos différentes selon mes distributeurs aussi. Donc finalement, je sais, accessoirement, mais ça me permet surtout comme ça de traquer finalement l'efficacité. Et on a nos stats aussi de notre outil là, de Drive to Store, où on sait quel pourcentage de trafic on envoie vers quel distributeur, et on sait aussi sur quoi les gens cliquent. C'est s'ils cliquent sur le magasin ou s'ils cliquent sur l'option Click and Collect. Donc moi, ça me permet aussi d'avoir un discours de plus en plus mature avec mes distributeurs pour dire, écoutez les gars, en fait, on va unifier nos parcours d'achat et on n'est pas en opposition. Et c'est surtout ça le grand enjeu, c'est de se dire, on est en complémentarité des canaux et non pas en opposition des canaux. Alors, finalement, tous les deux, vous parlez plus de commerce unifié que maintenant que d'omnicanalité. Ça s'y prête un petit peu plus, comme tout d'ailleurs, on parle plus de commerce maintenant que de e-commerce. Ça a été aussi un peu le maître mot sur pas mal de conférences. Guillaume, là-dessus, on a parlé de grands groupes type La Grande Récré, alors Fago qui est peut-être un petit peu plus petit en apparence. Mais du coup, est-ce que tu peux nous dire aussi si c'est réellement compliqué de mettre en place une solution omnicanal? Et puis, avec PrestaShop, parce que du coup, c'est un petit peu aussi la thématique du jour. Ouais. Donc, avec Evolutive Group, on a décidé de faire un connecteur, en fait, que Evolutive monte sur PrestaShop pour faciliter le temps d'intégration d'un OMS. Parce qu'en fait, on se rend compte que au fil des années, quand on intègre des OMS, c'est un projet qui est compliqué techniquement parce que c'est un projet de flux technique entre deux solutions. Et donc pour simplifier ça et pour accélérer ça, on a décidé de faire un connecteur. Et ce connecteur est construit par les équipes d'Evolutive, par Fred, il n'est pas là, mais voilà, si vous voulez en savoir plus, vous demandez à Fred. Et en fait, ce connecteur, en fait, il a deux parties. On va profiter des datas qui existent dans PrestaShop. Donc tout le catalogue produit, parce que pour l'OMS, il a besoin de tourner avec ce catalogue produit.
Et ensuite, la plupart des services que j'ai nommés, click and collect, réservation, livraison sur stock unifié, tout ça, ça a un impact sur le front de l'expérience PrestaShop. Et donc, dans ce connecteur, on intègre des composants qui vont s'appliquer sur le template par défaut de PrestaShop. Et ces composants, c'est quoi? C'est par exemple ce que disait Geoffroy tout à l'heure, c'est à peu près ça. C'est ce qu'on appelle la promesse produit, c'est-à-dire sur la fiche produit, je sais en temps réel si ce produit est disponible dans mon stock unifié, tel mode de livraison, avec tel coût pour la livraison. Je sais s'il est disponible en click and collect dans tel magasin, et je peux changer de magasin, à savoir s'il est disponible dans 2 heures, dans 3 heures, dans 3 jours, en fonction des configurations qui sont faites, en termes de délai de préparation, en termes de disponibilité, et également pour la réservation. Et donc, cette information, elle est super importante, parce qu'en fait, traditionnellement, quand vous avez des sites qui intègrent du click and collect, traditionnellement, on ne sait pas, avant d'arriver à la dernière étape du checkout, si mon click and collect, je sais juste qu'il est gratuit, mais je ne sais pas si c'est dans 2 heures ou dans 4 jours. Et donc, je suis passé par une phase où je vois mon produit, je vois en haut de la bannière que le click and collect est à 0 €, je suis content, je vais me dire, je vais aller dans mon magasin, je vais l'avoir direct, je crée mon compte, je fais toute la phase d'authentification, j'avais pas de compte, je dis enfin je vais arriver, je vais payer, et là je vois click and collect dans mon magasin, 5 jours, alors que la livraison elle est en 2 jours. Et je fais bah super, j'arrête. On parlait des 30% d'abandon au checkout, ça fait partie des 30% d'abandon. Donc cette promesse est super importante. Ensuite on a l'autre promesse qu'on appelle la delivery promise, qui est non pas basée sur le produit mais sur tout le panier, parce que potentiellement vous pouvez avoir des promesses différentes entre vos produits, et donc on reconstitue une promesse pour dire bah, pour l'ensemble de ces produits, ton click and collect, ta livraison est disponible ou pas. Et puis, on va essayer d'aller plus loin dans une V2 pour mettre à disposition un panier mixte sur PrestaShop. C'est quoi un panier mixte? C'est en fait, c'est un peu le Graal du retailer, c'est de permettre au client de faire son panier comme il a envie. Si j'ai envie de mettre un produit en click and collect et un produit en livraison à domicile, je peux et j'ai qu'une transaction, un peu comme un Amazon en fait. Et donc l'objectif c'est de faire ça, un peu ce que fait Boulanger Darty, et donner ce pouvoir en fait aux retailers qui sont sur PrestaShop dans des coûts moindres, avec une intégration qui est presque quasi terminée. Après il reste quelques flux à faire parce qu'il faut importer les stocks des magasins, importer le stock central dans Planète, mais en fait il y a 3/4 du travail qui est fait en termes d'intégration. Donc voilà. Alors, techniquement, effectivement, il y a un travail qui est assez, on va dire, conséquent, qui sera facilité par le connecteur, mais finalement, qu'on soit petit ou très gros, le travail reste à peu près le même et l'effort reste à peu près le même. Il n'est pas si conséquent que ça. Mais ça, c'est sur le plan technique. Sur la partie transformation et, on va dire, management des équipes, et on en a parlé, Caroline, tout à l'heure, avec les boutiques qui disent, parce qu'effectivement, il y a toujours eu cette petite concurrence, on l'a encore quand on va dans certaines boutiques en disant bah, hey, vous avez fait une commande click and connect, ça bénéficie au e-commerce et pas à mon magasin, la prochaine fois, appelez-moi, je vous mets le produit de côté, etc. etc. Ça, là-dessus, Geoffroy, on a peut-être aussi un petit retour d'expérience là-dessus, parce que ça nécessite quand même de faire du change de manière assez poussée. En fait, c'est la partie la plus intéressante de notre métier, c'est de la transformation en fait. Alors, moi, je ne suis pas du tout technique. Par contre, réexpliquer en permanence aux clients en interne ce qu'on est en train de faire, c'est stratégique. Quand je suis arrivé chez Magimix, la première semaine, je parlais de clients, c'était pour moi les utilisateurs de nos produits. Toute l'organisation, quand il parlait des clients, c'était nos distributeurs. Donc, c'est un choc de culture en fait. Et en fait, tout ce modèle de transformation, il est hyper important. Dans une vie précédente, avant Magimix, pareil, j'avais des boutiques. Et tout l'enjeu, c'était d'avoir travaillé suffisamment le modèle économique avec un finance et les HR pour dire finalement comment je vais incentiver mes vendeuses en boutique aux ventes en e-commerce. Parce qu'à la fin, ce qui compte, c'est que nos produits soient vendus. Il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte. Et qu'on ait des clients satisfaits, quel que soit le canal d'achat, en fait. Et une consommatrice aujourd'hui, ou un consommateur, ne comprend même pas qu'on ne soit pas capable de lui proposer une solution, que ce soit en digital ou en magasin. Ça, c'est pas possible. Donc finalement, cette transformation,
elle est humaine, elle est dans comment finalement je redonne de la valeur à chacun de mes points de contact. Donc finalement, j'étais dans les cosmétiques et je voyais dans mes magasins arriver des jeunes femmes qui connaissaient mieux les produits, qui connaissaient mieux le maquillage que mes vendeuses, que certaines de mes vendeuses. Donc mes vendeuses étaient démunies, en fait, face à ces nouvelles consommatrices. Et donc nous, notre rôle, c'était de leur redonner finalement du pouvoir en disant, écoutez, on va vous reformer et surtout, on va vous donner le pouvoir de satisfaire la consommatrice parce que vous allez toujours lui apporter une touche en plus et vous n'allez jamais la laisser partir sans avoir résolu son pain point. Donc, elle voulait le mascara X associé au rouge à lèvres vert de couleur 32. Il n'était pas dans le magasin, ça arrive. C'est pas grave. Il est chez vous dans 2 heures. Ou il est chez vous dans 3 jours si c'est plus loin. Ou, attendez, bougez pas, il est chez Sephora à côté. Et en fait, redonner du pouvoir comme ça à mes vendeuses a permis cette transformation. Parce que finalement, on n'opposait pas les vendeuses au e-commerce, on amplifiait la capacité de mes vendeuses avec ça. Et à ce moment-là, on a développé toute une théorie autour du vendeur augmenté. Augmenté par les outils digitaux qui sont à sa disposition et cette expérience omnicanal qu'elle pouvait, et aussi à travers des outils de diagnostic, d'aide à la vente, etc., dans leur tablette. Et finalement, on renforçait, on redonnait du pouvoir à nos vendeuses. Ça, c'était extrêmement important. Oui, je suis en phase. À chaque projet qu'on lance et à chaque avant-vente qu'on fait, on voit les freins. En fait, on a toujours les mêmes... à mes magasins, voient l'e-commerce comme un compétiteur. Bon, ça, c'est un peu un paradigme qu'il faut abandonner parce que on voit bien que le retailer, son gros avantage par rapport à des pure players ou des Amazon ou des marketplaces, c'est ses magasins. Parce qu'il y a le stock, il y a les vendeurs, il y a les conseillers. Et c'est un gros avantage. Le deuxième transformation qu'on a à faire, c'est également indiquer qu'on peut limiter la charge côté vendeur parce qu'ils ont peur qu'ils n'arrivent pas à préparer, à avoir le temps pour préparer les commandes, remettre les commandes aux clients, remettre les commandes aux transporteurs. Donc ça, c'est aussi par les applications de ce qu'on appelle de store fulfillment packagées qui sont en fait améliorées par les différents magasins qui les utilisent pour augmenter l'efficience des vendeurs. Et ça passe également par des règles d'orchestration qui n'envoient pas les 100 commandes au même magasin, mais plutôt qui répartissent tout ça. Et ensuite, il y a un gros sujet autour de ça, dont on parle très peu sur l'omnicanalité, c'est le sujet de la rétribution. Et ça, c'est un sujet, en fait, quand on commence à mettre le pied dans l'omnicanalité, bah, ça nous saute à la faire. Ah ouais, ça, je n'avais pas pensé. Et en fait, la rétribution, c'est quoi? On voit bien que dans tous les parcours, en fait, il y a différents points, même avec les distributeurs. Et en fait, il y a plein de parties prenantes quand on parle d'omnicanalité, parce que le parcours commence sur l'e-commerce, il va ensuite dans le magasin, il peut repartir sur l'e-commerce, il peut repartir dans le magasin. Et en fait, c'est savoir comment je rétribue une commande à ces différentes parties prenantes. Et ça, en fait, on va dire que le modèle, il n'est pas acté, ça dépend du contexte dans lequel on est, dans quel mode de distribution on est. Si on a des magasins intégrés, donc quand on a un magasin intégré, ce qu'on voit, c'est qu'il y a double... Généralement, on affecte la commande à la fois au magasin qui est préparé et à la fois au e-commerce qui a permis la vente. C'est généralement ce qu'on voit. Il y a le modèle des franchisés. Donc, comme un Monceau-Fleur, c'est de la rétribution automatique. Ça veut dire que la commande passe, l'OMS sait quel magasin va préparer la commande. Et bien, la commande elle est tout de suite dispatchée entre 10% pour l'e-commerce qui a amené la commande, 90% pour le magasin qui va la préparer. Et ensuite, il y a le modèle de la coopérative, où là, tout va au magasin. Donc, par exemple, je prends la commande en e-commerce, ça doit être une livraison à domicile. Si elle est dans la zone du magasin, on attribue les 100% au magasin. Donc voilà, donc ça c'est un modèle, c'est des modèles qu'il faut penser quand on va commencer à en parler. Et en fait, il y a vraiment un truc à faire, hein, c'est quand on lance un projet d'omnicanalité, c'est pas le faire juste avec les équipes e-commerce. Ça c'est important, ça ne marchera pas.
C'est intégrer vos magasins. C'est-à-dire, vous avez toujours, si vous avez une trentaine de magasins, vous avez bien 2-3 magasins qui sont pilotes des autres magasins et il faut les intégrer dès le début du projet. Et ça, c'est sûr qu'en les intégrant dès le début du projet, ensuite, ça sera des ambassadeurs pour les autres magasins. Ça, c'est une règle qu'il faut mettre, même si le processus est plus long parce que c'est des magasins, mais voilà, c'est vraiment important. Tout à fait. Nous, on en est même à se dire qu'indépendamment des gros distributeurs comme Darty et Boulanger, il nous reste quand même pas mal de petits indépendants. Et en fait, on est tout en train de travailler à comment on relance la relation avec eux à travers la digitalisation de leur parcours client aussi à eux, parce qu'ils sont incapables de le faire. C'est pas leur culture, c'est pas leur métier, ils n'ont pas le savoir-faire. Donc finalement, c'est comment mon site e-commerce devient un outil dans des points de vente qui ne m'appartiennent même pas. C'est-à-dire que vous venez en magasin, le vendeur vous fait une démonstration sur un produit rouge, vous voulez le noir, il ne l'a pas en stock parce qu'ils ont des problèmes de trésor, ce n'est pas un problème. Demain, il sera capable de directement encaisser une client. Donc, tout de suite, le petit magasin a le cash et il nous passe la commande et c'est nous qui livrons au client final. Donc moi, à la limite, ça ne me coûte pas plus cher qu'une vente e-commerce classique. Lui, il est content parce qu'il a eu de la valeur dans son acte de vente, et la cliente ou le client, il est hyper satisfait parce que, bon, on a rarement besoin d'un robot cuiseur instantanément, et si on n'est pas obligé de se le trimballer parce que le truc il fait au moins 19 kg, mais on est très content qu'il arrive le lendemain chez soi. Et donc c'est ça aussi, ce qui est intéressant avec des solutions comme PrestaShop et des gens agiles pour les intégrer derrière, c'est que finalement, c'est là pour être un moteur de relation et non pas uniquement un truc qui prend des commandes et qui encaisse de l'argent. C'est finalement comment j'utilise un moteur relationnel au cœur de tout mon parcours client, que ce soit depuis la partie découverte où aujourd'hui Evolitive nous a développé le connecteur entre PrestaShop et ma solution qui me permet de mettre en relation avec mon vendeur vidéo. Donc on est très en amont, on est vraiment dans la phase de décision. Jusqu'à l'e-commerce traditionnel ou chez mes distributeurs, et jusqu'à cette relation où demain, mes petits magasins vont utiliser mon site internet comme si c'était leur stock, en fait. Et là, on parlait tout à l'heure d'opposition des canaux, ben, le gars, il se dit, ben non, Magimix n'est pas en train de me voler mon business, et finalement, il m'aide. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc, en effet, intégrer le magasin ou les distributeurs est stratégique dans le succès, en tout cas, d'un truc. Et une des clés de succès qu'on a mis en place en interne, c'est qu'on n'a pas dissocié le PNL du e-commerce du PNL des pays, pour justement pas créer d'opposition entre les équipes. Voilà, c'est à la fin, ils se battent tous pour le même PNL. Voilà. Les modèles sont hybrides. Alors, c'est très intéressant et ça fait écho aussi à mon expérience. Moi, avant, j'étais chez Carrefour au niveau du groupe sur la partie digitale. Et quand on a relancé le e-commerce non alimentaire, je peux en témoigner, c'était une vieille maison où faut se dire que par exemple les entrepôts, ça tourne toujours sur un système qui est basé sur des AS400, donc ça commence à être un peu compliqué. Et effectivement, quand on a lancé par exemple du click and collect, on se retrouvait dans des magasins où en fait, quand on a testé le truc sur pièce, en fait, on disait mais ça ne fonctionne pas parce que le client passe commande. Et puis, le temps que ça arrive au magasin et que le magasin fasse la préparation, il devait faire du picking dans les rayons, il y avait un client qui s'était servi et il n'y en avait plus. Et en fait, le problème, c'est que dans certains magasins, par exemple dans des gros hypermarchés, vous avez l'équipe Drive qui est au sous-sol du parking, parce que c'est là où les clients viennent retirer la marchandise. Et du coup, il faut qu'ils remontent avec leur chariot. Et rien que ça, du coup, ça peut prendre 2 ou 3 heures le temps qu'ils préparent tout. Et c'est vrai que des solutions comme Planète, quand on a vu un petit peu comment ça fonctionnait, quand on les intègre, ça facilite beaucoup les choses parce que du coup, on se détache de toutes ces problématiques-là. Et ça fait aussi écho à un autre souci, là j'aimerais bien avoir un petit peu votre avis là-dessus, c'est sur le point, on va dire, plutôt financier, réconciliation, parce que ça aussi, ça peut vite être une tannée de faire de la réconciliation entre les ventes magasins, les ventes e-commerce en termes de facturation. Est-ce que là-dessus, vous êtes un petit peu facilitateur dans la mise en place? Oui, après, ça veut dire que on peut être facilitateur parce que l'OMS sait où est-ce qu'il va affecter. Donc après, c'est pour ça c'est un peu pour ça aussi que Planète a acheté Proximis.
Planète Paiement. En fait, c'est qu'il y a une logique omnicanal dans le paiement aussi. Et c'est de pouvoir rétribuer ça sur plusieurs comptes, comme on le fait avec mon souffleur automatiquement. Parce que c'est quand même un peu un pain point de tous les retailers ensuite de sortir tout ça à la fin du mois de son ERP et de faire les facturations à droite et à gauche. Ça, c'est un temps que chaque retailer me dit si vous pouvez nous faciliter la vie là-dessus, ça serait bien, quoi. Donc voilà. Et sinon, juste un dernier point, quand même, il y a un point qui est important sur la transformation. Il y a la transformation dans le magasin, du parcours. Ça veut dire que vous allez avoir des gens qui viennent chercher du click and collect. Il y a des gens qui viennent acheter normalement leurs produits. Il y a des gens qui vont vouloir aller plus vite autour de la mobilité. Donc c'est pour ça qu'on a de plus en plus de solutions qu'on appelle les POS, mobiles dans les grandes surfaces. Et vous avez des transporteurs qui viennent dans les magasins maintenant. Donc ça veut dire que vous devez repenser tout ce trafic dans le magasin. Ce n'est pas que digital, c'est aussi signalétique, c'est aussi des parcours physiques, c'est aussi... Par exemple, j'étais allé chez KKS, visiter un magasin avant qu'il fasse du click and collect sur Stock Magasin. Et en fait, il y avait beaucoup de click and collect qui étaient envoyés par l'entrepôt. Et c'était juste derrière une porte qui était derrière la cabine d'essayage. Donc quand ils ouvraient la porte, tu avais une montagne de colis qui étaient là. Et toi, tu étais le client au milieu. Quand même, c'est un peu... Et puis il y avait une fille qui préparait les commandes à côté, en plein milieu de chaussures. Elle était en train d'impacter les commandes. Et en fait, ça ne le fait pas en termes d'expérience client. C'était complètement bordélique. Et donc effectivement, il y a un sujet là-dessus à penser à ces parcours parce qu'il y a des clients qui viennent chercher du click and collect, il y a des transporteurs. Donc voilà par où ils passent, par où ça se passe. Geoffroy, un petit mot de la fin sur la suite de la transformation, aller encore un petit peu plus loin dans l'omnicanalité ou en tout cas la transformation des nouvelles fonctionnalités peut-être. Oui, fonctionnalité B2B, continuer de développer toute notion de commerce connecté, donc véritablement assister les ventes sur tous les points de vente. Donc là, je vous parlais de la vendeuse que vous avez disponible sur notre site. On l'a testé en magasin même, c'est-à-dire que sur nos produits, on avait des QR codes et dans un magasin de nos distributeurs, vous étiez mis en relation directement avec cette vendeuse finalement Magimix en direct. Et où c'était intéressant, c'était que finalement, on avait deux types de personnes qui se connectaient à ça. On avait à la fois les clients qui posaient des questions parce qu'il n'y avait pas forcément un vendeur disponible au moment où ils étaient là, etc. Donc finalement, on continuait de faire le job du distributeur. Mais aussi, nos distributeurs, les vendeurs se connectaient aussi pour compléter leur formation. Et donc ça a été hyper intéressant. C'est des équipes qui sont au siège et vraiment dédiées En fait, c'est notre équipe formation historique, donc qui tournait beaucoup dans les magasins, etc., qui tourne de moins en moins dans les magasins, parce qu'on les démultiplie comme ça à travers leur présence digitale qu'on organise et qu'on met à disposition de nos distributeurs. Ça. Et puis après, un de nos enjeux, c'est aussi de se dire qu'on a parlé beaucoup de contenu de texte, etc. Un de nos enjeux, c'est aussi de transformer nos contenus en vidéo, parce que finalement, le mode de consommation demain de nos fiches produits, ce sera plus du texte, ce sera du TikTok-like, c'est-à-dire qu'on verra les fonctionnalités de nos produits juste en slidant les éléments. Donc finalement, comment on réfléchit tout ce parcours client en utilisant, notamment pour les plus jeunes générations, ce contenu vidéo le plus simple, le plus personnalisé, et le plus finalement, ce qui est compliqué par rapport à un parcours marketing assez, finalement haché. Parce que finalement, quand on slide, c'est assez haché ce qu'on fait. Alors que d'habitude, on se dit, non, je veux une expérience client globale, je veux découvrir mon produit de telle façon ou telle façon. En fait, ce n'est pas la façon dont finalement les consommateurs consomment aujourd'hui les contenus. Et donc, il faut qu'on réinvente aussi nos contenus de marque pour être pertinent par rapport à ce snacking de content, en fait. Et ce snacking de content, il est sur notre site web et on doit le multicaster sur l'ensemble de nos plateformes propriétaires, évidemment, facile, mais aussi chez nos distributeurs. C'est ça qui est important. Et aussi en point de vente physique.